Bonjour tout le monde, merci à vous d'être là. Michael Sinatra, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques à l'Université de Montréal, regroupement stratégique du FRQ. Très heureux ce matin de recevoir notre collègue Pepe Cavallari de l'Institut catholique de Paris. Je vais demander à mon collègue Marcello Vitelli Rossati de le présenter brièvement avant sa conférence. Oui, merci Michael. C'est toujours un plaisir de présenter Pepe, avec qui j'ai une longue histoire de recherche et aussi de repas. Pepe a fait un doctorat ici en co-tutelle avec l'Université de Compiègne. Il a été un de mes premiers doctorants il y a longtemps. Et après ça, il a eu plusieurs postes, dont le poste actuel est effectivement un poste de maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Et il est philosophe de formation. Et son regard consiste toujours à essayer de relier les pratiques et les gestes numériques à une histoire un peu plus longue, euh, liée donc à l'histoire littéraire, philosophique de certains concepts. Et c'est dans ces cadres-là qu'il va nous présenter aujourd'hui ses réflexions récentes sur la question de la conversation. On s'est rendu compte que la conversation est euh, une thématique et un concept qui devient omniprésent dans nos usages numériques. Et Pep a commencé il y a un peu de temps, pareil, des réflexions sur ces concepts. Et justement, comme c'est typique de son approche, il essaye de ne pas se concentrer juste sur ce qu'on peut entendre par conversation récemment, mais de les réinsérer dans une histoire plus longue et de relier notre imaginaire avec les gestes et les actions d'aujourd'hui qui peuvent parfois nous sembler, sur lesquels on n'a pas nécessairement l'habitude de s'interroger. Donc voilà, avec grand plaisir, je te donne la parole. Merci beaucoup, merci Michael, merci Marcel, merci toutes et tous d'être ici. C'est vraiment stratégique pour moi aujourd'hui de pouvoir parler aux chercheurs du CRIN et de ce qui était la chaire de Marcello, parce que oui, c'est une recherche, celle que je vais présenter, très récente. Merci Marcello de l'avoir dit. Je commençais à questionner la notion même de conversation et surtout d'écriture conversationnelle, mais dans les dossiers Terminal, de la revue Terminal que j'ai pu co-diriger avec Margot l'année dernière, un dossier que vous trouverez en ligne dédié à la dimension acoustique sonore, aux voix et au bruitage de la communication par écran. La dimension acoustique de l'écran lui-même, les dimensions acoustiques de l'écran lui-même, à partir justement d'un questionnement, le questionnement de la notion même d'écriture conversationnelle, ce qui me semble avoir été un peu trop facilement banalisé par les sociologues des médias qui ont introduit de façon consensuelle cette notion écriture conversationnelle sans questionner, notamment de mon point de vue, l'une de deux phases de toute conversation, c'est-à-dire, propre à toute conversation, celle de l'écoute. Et donc, dans l'article hein, qui intègre le dossier que dirigé avec Margot, et moi, je commence, disons, ma réflexion à partir d'une petite anecdote toute personnelle. C'était un échange Messenger en ce moment-là. Et sur Messenger, la personne avec laquelle j'étais en train d'échanger me dit à un moment donné, mais Pepe, tu ne m'écoutes pas là. Et moi, j'ai dit, mais ma chère, je ne peux pas t'écouter, je peux te lire. Donc, la question est, de mon point de vue, celle-ci. Est-ce que la lecture des messages, et c'était à ce moment-là celle-ci, est-ce que la lecture des messages d'autrui, c'est une forme d'écoute? Est-ce que existerait-elle vraiment une écoute aussi conversationnelle qu'elles sont censées être les écritures dans la phase d'écriture, justement? Donc, à partir de ces questionnements, j'ai voulu interroger la tradition de la conversation
À partir d'un constat très simple, très banal, les constats d'une contradiction qui me semble évidente, celle entre les annonces de la fin de la conversation, dont la mort et la fin donc, avait été déjà annoncée, mais par exemple par Sherry Turkle il y a une quinzaine d'années, et plus récemment en France par David le Breton. Et de l'autre côté, les tendances de plusieurs interfaces à nous convoquer dans une dynamique conversationnelle, même lorsqu'il s'agit d'actes ou d'exigences surtout qui n'ont pas vraiment une visée conversationnelle. Deux exemples parmi d'autres, hein. C'est l'exemple du site ou de l'appli SNCF. Bon, il est question de juste d'acheter un billet, mais il faut d'abord répondre et pas qu'à une seule question, à plusieurs questions. Donc la dynamique est conversationnelle, alors qu'elle pourrait très bien ne pas l'être. On pourrait se borner à remplir une fenêtre avec la destination et la ville de départ. On nous demande où on veut aller, on nous vous voit. Alors que dans l'autre exemple, c'est Leroy Merlin. Et là aussi, je n'ai peut-être pas envie de converser avec qui que ce soit, j'ai juste envie d'acheter un petit truc, peut-être de bricolage, admettons. Et non, là aussi, je suis tout de suite en amont, de façon automatique, convoqué, appelé, c'est vraiment un appel implicite, c'est une injonction à la conversation. Donc, on peut faire l'hypothèse que la plupart des interfaces numériques, vous voyez bien que donc là, on est dans des interfaces oui, très triviales, disons, sont en train de appliquer un modèle, les modèles conversationnels, à toute une série de situations. Est-ce que ça c'est anodin? Est-ce que les résultats seraient-ils neutres, indépendamment disons, de ce qu'on appelle, ce que je propose d'appeler la conversationnalisation totale? On verra peut-être mieux tout à l'heure ce que cela peut signifier, c'est-à-dire justement le fait d'appliquer un certain modèle sans les questionner, sans les critiquer. Encore une fois, au nom disons, d'une espèce de transparence qui n'en est pas vraiment une, appliquer ces modèles-là à nos gestes, à nos interactions numériques. Alors, d'abord, on peut s'arrêter un tout petit peu sur l'étymologie du mot conversatio, qui peut-être peut nous surprendre étant donné le fait que les premières occurrences de ces mots dans la littérature, dans les littératures, là je m'appuie sur l'étude de Amedeo Condam, qui est historien de littérature italienne à la Sapienza, à l'Université de la Sapienza di Rome, qui a construit un corpus énorme et très hétéroclite, à la fois littéraire, mais aussi populaire, parce qu'il a récupéré aussi des adages très anciens, et donc dans son corpus, disons, la récurrence la plus ancienne du mot conversatio remonte à la lettre de Saint Paul aux Philippiens, où le mot conversatio signifie citoyenneté, ou, selon d'autres traductions, existence, vie. Euh, Effectivement, le mot en latin ne se borne pas à une dimension langagère. Euh, il indique de façon beaucoup plus générale une forme de commerce, de fréquentation. C'est la familiarité. Ça ressemble, disons, à ce que habiter peut signifier chez Heidegger, hein, où habiter, c'est pas que être quelque part, être situé quelque part, mais dit Heidegger, rentrer en familiarité avec les choses. Voilà, la conversation est une forme de familiarité. Et le verbe converso, quant à lui, signifie et indique le fait de se dédier à quelque chose, de se consacrer à quelque chose, de participer
à quelque chose, d'aller avec d'autres, hein. On voit bien, donc, on comprend la dimension sociale de ce préfixe, aller avec d'autres personnes vers un même endroit. L'idée, disons, philosophique de base, de matrice aristotélicienne, est que l'homme étant un animal social, l'homme, c'est l'animal qui parle, donc c'est l'animal qui converse. Son être avec les autres se manifeste comme étant conversation. Mais pas que au niveau, disons, de l'oralité ou au niveau langagé. Euh, Condam, dans son ouvrage, présente les trois ouvrages fondamentaux qui ont fondé l'art de la conversation avant qu'on l'appelle l'art de la conversation. Il revendique d'une certaine façon la primauté du modèle italien. Et les trois ouvrages qui ont connu un succès énorme, qui ont été traduits quelques années après leur parution en France, en Allemagne, sont il Libro del Cortigiano, les livres du courtisan de Baldassare Castiglione, 1528, puis Il Galateo, les Galatées, de Monseigneur Giovanni della Casa, et 1574, la civile conversation, la conversation civile de Stefano Guazzo. Donc, il s'agit en ce qui concerne Monseigneur Giovanni della Casa, c'était l'archevêque de Benevento, donc une petite ville qui faisait partie à cette époque-là du royaume de Naples, tandis que Baldassare Castiglione et Stefano Guazzo, quant à eux, sont deux diplomates, deux humanistes, qui théorisent, qui codifient, qui norment la conversation comme étant, ben oui, cette sociotechnologie fondamentale pour l'homme, le nouvel homme de l'humanisme. L'homme qui se doit de s'approprier cette sociotechnologie, mais est le gentilhomme. Et ce qui est intéressant aussi, que là-dedans, la dame, donc la femme, joue un rôle très important parce que ben, ce sont souvent les dames, et ce sera le cas aussi plus tard en France, pendant l'Ancien Régime, mais c'est la dame aussi qui organise, parce qu'il faut bien l'organiser, qui convoque, qui invite les interlocuteurs préférés pour converser. Euh, Condam identifie certaines caractéristiques propres à la conversation sur la base justement d'une lecture, disons, comparée, d'une comparaison de ces trois ouvrages. Une certaine grâce, une certaine bienveillance. Ben, il faut bien être bienveillant, effectivement, par rapport dans la relation avec laquelle on s'invite, hein, avec d'autres personnes, et donc, bien sûr, de la gentillesse. Donc, il y a une esthétique, une politesse, hein, de la conversation. Et puis, caractéristique vraiment cruciale, la dissimulation. Et c'est la caractéristique qui pose une question très actuelle à l'époque des interfaces numériques, et ici vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire celle du rapport entre nature et artifice, entre opacité et transparence. Les gentilshommes et la dame qui maîtrisent parfaitement l'art de la conversation doivent faire comme si cet art n'existait pas. Exactement comme on demande de faire avec Google. Faites comme si les algorithmes du moteur de recherche n'existaient pas, hein. On est donc dans toujours, hein, dans cette hypermédiateté qui essaye disons, de produire une sorte de transparence illusoire. Il faut cacher les jeux, il faut cacher les codes, il faut cacher la manière, hein. Il faut cacher les savoir-faire, et il faut pas c'est vraiment, on les fait à la façon d'un magicien qui ne se cache pas derrière, mais qui se cache devant nous lorsqu'il il fait
son truc. Hein. C'est une performance totale, bien sûr, c'est langagé, mais pas que, c'est corporel, c'est gestuel. Les codifications qu'on peut trouver dans les trois ouvrages concernent vraiment la présence tout entière d'une d'une personne, de plusieurs personnes qui occupent déjà un espace. Donc il y a bien sûr disons, des enjeux d'abord spatiaux dont il faut bien sûr qu'il faut considérer. Et plus tard en France, la conversation, l'art de la conversation, mais devient l'art social fondamental de l'ancien régime. Elle a été étudiée, encore une fois, par une chercheuse italienne, Benedetta Craveri, L'état de la conversation. L'ouvrage a été traduit en 2002. Et justement, elle parle d'une nouvelle paideia, hein, une nouvelle paideia, fille de l'humanisme, qui obéit à l'idée classique du kalos kai agathos. L'art et la vertu sont confondus. Je lis vraiment un art qui est avant tout compétence, maîtrise parfaite des techniques, des moyens expressifs, une vertu qui est le juste milieu aristotélicien, cette juste mesure gestuelle que le corps devait garder quand il se trouvait en contact avec les autres corps. Donc, on voit bien comment disons, la phase, la composante langagère est prise en compte comme étant toujours associée à la phase gestuelle. Hein. Il n'y a pas d'acte de langage désincarné. L'acte de langage a du sens parce que incarné, parce que situé. On verra que cette approche est aussi l'approche de l'analyse conversationnelle, c'est aussi l'approche de mon principe de Martin Buber. On est donc dans une sorte de théâtralisation du moi. Aujourd'hui, depuis un moment, on parle de théâtralisation, de mise en scène par rapport aux réseaux sociaux. Mais il n'a pas fallu attendre cela, bien évidemment, pour connaître cette dimension qui touche au ton de la voix, les gestes, l'attitude, l'expression du visage. Tout cela a été investi, tout cela a été mobilisé. Or, euh, ce qui pose, avec d'autres questions, pose problème dans une étude de ce genre, c'est la dimension technologique de l'histoire de la conversation. C'est-à-dire une histoire technologique et une ambivalence technologique qu'on peut essayer disons, de linéariser, d'expliquer sur la base, disons, d'une dichotomie. La dichotomie écriture-oralité. Jusque-là, nous avons parlé de la conversation comme étant de la conversation, oui, gestuelle, oui, physique, mais justement, il faut que le corps soit là, donc c'est la conversation en vis-à-vis, en vis-à-vis. Mais en 1818, Beethoven invente la messagerie instantanée en présentiel, comme, désolé pour les gros mots, euh, parce que Beethoven, en 1818, était complètement sourd, il n'entendait vraiment plus rien. Et sa seule façon, sa seule possibilité de communiquer, d'échanger avec les gens qui allaient lui rendre visite, mais c'était d'écrire sur des carnets, sur de petits bouts de papier. Donc lui écrivait, les autres aussi. Donc c'est de la messagerie instantanée, mais c'était fait dans les salons de Beethoven. Donc bah, on peut faire de la conversation par écrit, apparemment. Quelques décennies plus tard, on est toujours donc même siècle, mais c'est là, 1876, c'est la naissance d'un outil qui s'inscrit dans cette tradition de la conversation et de la technologie de la conversation, c'est-à-dire les téléphones. Là, pour faire simple, je l'appelle le téléphone de Bell, mais en réalité, l'histoire du dépôt du brevet du téléphone, c'est une histoire vraiment très complexe avec des côtés vraiment abracadabrants. Et d'ailleurs, en 2002,
l'Assemblée des représentants aux États-Unis a établi que la véritable paternité de l'invention du téléphone, mais c'est pas à Bell, mais c'est plutôt à Antonio Meucci, parce que le pauvre Meucci avait déposé 4 ans avant Bell son brevet. Après, il n'y avait plus l'argent pour renouveler les brevets. Et donc, Donc, mais les Italiens. c'est toujours les Italiens. Mais on peut l'appeler, pour faire simple, le téléphone de Bell. Donc, à partir de 1876, bah, nous avons cet outil. On ne sait pas quoi faire en réalité avec un téléphone. Les gens sont habitués depuis un moment à communiquer à distance par le biais de l'écriture, donc à communiquer à distance via le télégraphe, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du téléphone? William Horton, qui était à ce moment-là le président de Western Union à l'époque, donc c'est les réseaux qu'on utilise aujourd'hui pour envoyer de l'argent, bien sûr, mais à l'époque, c'était les réseaux, les principaux réseaux télégraphiques aux États-Unis. Et Horton disait, bon, c'est quoi ces téléphones? Ça ne sert pas à grand-chose, c'est un jeu scientifique, parce qu'effectivement, c'était présenté d'abord devant des scientifiques. Bell lui-même était prof de phonétique à l'université de Boston. Mais en réalité, il avait peur. Hort, il ne croyait pas du tout à ce qu'il avait, pourtant il avait dit. Et il avait obligé Bell de signer un contrat avec Western Union dans lequel Bell s'engageait à empêcher les abonnés du téléphone de parler par téléphone de tout ce qui devait être pris en charge par les télégraphes. Donc, il ne faut pas parler des cotations en bourse, il ne faut pas parler de marché, il ne faut pas parler des boulots, en gros. Et donc, ça sert à quoi les téléphones? Mais ça sert juste à converser, voire à bavarder. Et d'ailleurs, d'après un sondage diffusé en 1909, j'avais oui, là, on pouvait lire que bon, les raisons de l'abonnement étaient très genrées. Les femmes disaient s'abonner surtout pour converser. Et donc, on commence à considérer le téléphone comme l'outil du bavardage, c'est-à-dire l'outil d'une conversation futile, oisive, très détendue. Marshall McLuhan rappelle que à ce moment-là naît aux États-Unis un néologisme phony qui signifie futile, frivole, féminin, bien sûr. Si le même téléphone est entre les mains d'un homme, ça rigole pas, c'est du boulot, c'est l'instrument du pouvoir même, ce qui fait gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent, et donc bah, l'entrepreneur doit disposer d'un téléphone pour justement pour son profit, disons, poursuivre les stratégies industrielles de son entreprise. La publicité aux États-Unis et au Canada, notamment la publicité réalisée par les compagnies du téléphone fondé par Bell lui-même, euh, arrive à créer ce qu'on peut appeler une culture téléphonique. Vous voyez bien, il y avait une affiche qui nous invitait à faire un cadeau d'un téléphone. C'était un cadeau attrayant qui arrive dans sa jolie boîte. On organisait la semaine du téléphone pour faire du jour de démonstration en public. Venez vous rendre compte vous-même parce que le téléphone a été le choc perceptif, sensoriel, phénoménologique, culturel, peut-être les plus retentissants du 19e siècle. C'est vrai que quand on pense à l'électricité, on pense à tout ce que l'électricité a apporté en termes visuels. Oui, mais l'électricité a révolutionné aussi les mondes sonores, justement, les mondes l'univers de la phonée. La publicité téléphonique essaye de nous convaincre d'une option que nous avons, ce qu'on appelle la visite par téléphone. Je ne peux pas me rendre chez mes potes, mes voisins, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux les appeler et ce sera perçu, ce sera vécu comme quand même une visite. Voilà. Euh,
Et les réactions, en réalité, sont très, très différentes entre France, Angleterre, euh, euh, États-Unis. On pouvait encore lire en 1902 que le téléphone n'est pas affaire des masses. Une écrasante majorité de la population ne l'utilise pas et n'aura pas l'utiliser, à l'exception peut-être de quelques messages occasionnels envoyés d'une cabine. Ce n'était pas du tout évident. Donc, on ne savait pas quoi faire. Disons, selon certains, parce que d'autres, au contraire, écrivent disons, des lignes pleines d'enthousiasme. Et là, c'est Paul Giffard qui est auteur en 1878, donc 2 ans après la première présentation du téléphone, qui écrit à Paris et qui publie à Paris le téléphone expliqué à tout le monde. Et il dit, quelle merveille, véritablement merveilleuse. Avec le téléphone, l'homme peut causer, discuter, converser avec son semblable de Paris à Londres ou de Madrid à Rome. Les Russes et les Portugais peuvent échanger des conversations permanentes entre l'Oural et Lisbonne. En sentant leur présence réciproque se manifester à l'extrémité du fil par les timbres de la voix. Cette musique propre à chaque individu, ces chants de l'âme qui jusqu'à aujourd'hui n'avait pour l'homme de vertu que dans un rayon bien petit. Ce que l'homme peut obtenir et pourrait exiger de la téléphonie, cette puissance à son essor, Dieu seul le sait. On sait qu'à Paris, le téléphone a été accueilli avec beaucoup de scepticisme. Les Parisiens disaient même pas besoin de cela pour communiquer au quotidien. On s'écrit des lettres. Dans la soirée, les lettres sont déjà lues. Le lendemain, on a la réponse. Donc, si pour les Américains, le téléphone était outil capitaliste, donc des entreprises, pour les Français, pour les Parisiens, c'était tout au plus les théâtrophones, c'est-à-dire les téléphones dont on pouvait avoir envie pour écouter écouter l'opéra sans y aller. Certains proposaient aussi de mettre des plaques sur les bâtiments parisiens, opéra jusqu'au troisième étage, comme on faisait pour signaler la disponibilité du gaz, hein. Euh, la sociologie de la conversation naît en France, au moins en ce moment-là, avec l'ouvrage de Gabriel Tarde, L'opinion et la foule, où Tarde, c'est ce qui est intéressant pour questionner la conversation, les conversations non numériques d'aujourd'hui, est les premiers à faire les liens entre la conversation et l'opinion. Et il dit que bah, la presse, ça servirait pas à grand-chose. Les journaux, ça suffirait pas en réalité si les gens ne conversaient pas entre eux. C'est ça qui alimente la presse, c'est cette diffusion, cette propagation des idées qui s'y fait toujours à travers donc la conversation qui ici n'est pas la conversation comme étant l'art disons, d'une élite, mais c'est la conversation vraiment quotidienne, n'est-ce pas, de tout le monde. La définition de tarde est problématique parce que semble quand même introduire un flou sémantique, même si lui ne parle pas de bavardage. Mais c'est une définition, c'est là. Par conversation, j'entends tout dialogue sans utilité directe et immédiate, où l'on parle surtout pour parler par plaisir, par jeu, par politesse. Voilà, c'est une définition qui semble évoquer plus le bavardage que la conversation. Et tout à l'heure, avec Marcello, on s'est demandé justement comment pondérer ces deux mots. Bah, on peut peut-être s'accorder à dire que le bavardage est un certain type de conversation encore plus, disons, détendue, oisive, une conversation qui n'aurait pas de finalité, qui n'aurait pas de but. Mais là, lui, il parle d'ailleurs de conversation comme lui, c'est la façon de parler pour les plaisirs et parfois même par politesse. Et donc, il semble évoquer la définition que du bavardage donnait Kierkegaard, qui appelle snack la parole dont le seul but, c'est de se reproduire, de rebondir sans cesse, de passer donc d'un sujet à l'autre. C'est un moyen qui n'a plus de fin. On ne sait pas pourquoi on parle. On parle
pour parler, au sens vraiment de la finalité. Hein. Euh, la conversation chez Tard est présentée, expliquée comme un vecteur politique, économique, social, et comme voilà, ce qu'il lui appelle téléologie sociale. On l'avait considéré jusqu'à ce moment-là comme étant d'abord une forme de individualisation, et là, elle devient aussi vecteur d'intégration dans la société. On revient à ce qui est conversation chez Saint Paul, c'est la citoyenneté. Voilà, c'est ce qui me donne aussi les droits, hein, et accès à mes droits citoyens. Euh, j'ai déjà évoqué cette dichotomie, disons, entre oralité et écriture. Tarde, par exemple, dans son livre, il aurait pu le faire, il ne parle pas du tout du téléphone. Il ne l'exclut pas non plus, mais il ne s'arrête pas, il se demande pas si les échanges par téléphone seraient de la conversation ou pas. Mais on sait que effectivement, la valeur de vérité de ce qu'on se disait par téléphone, hein, au moins pendant les premières années, n'était pas exactement la même que celle de la parole en vis-à-vis. On avait l'impression que bah, par téléphone, c'était plus facile de dire ah, bah, tout et n'importe quoi. Que donc c'était facile de prendre un rendez-vous par téléphone. Mais c'est pas sûr que Jean-Marc viendra, parce qu'il m'a dit qu'il viendra, mais il me l'a dit par téléphone. Donc, bon, à voir. Hein. Il y avait cette espèce, oui, cette espèce disons, de rêverie d'irréalité qu'on a eu pendant un certain temps aussi avec les réseaux sociaux. Quand on se disait bah, que sur Facebook, c'était facile de dire tout et n'importe quoi, et si sur Twitter, et puis on a vu que bon, on est responsable de tout ce qu'on dit sur Facebook et sur Twitter. Je reviens à cette notion d'écriture conversationnelle. J'essaie, vous voyez, d'avancer dans une sorte de histoire des idées, histoire aussi des moyens technologiques sur lesquels reposent ces mêmes idées. Et la notion d'écriture conversationnelle qu'on aurait pu déjà appliquer à Beethoven, mais ça n'a pas été fait, et au contraire, bon, la notion qui décrit le chat, au sens donc de l'échange de messages en temps réel. C'est temps réel qu'on qualifie de réel sans savoir pas trop bien ce que c'est qu'un temps irréel. Hein. Et donc les temps est réel si c'est les mêmes pour les deux ou trois ou quatre participants au même jeu. Donc on commence à concevoir une autre forme sociotechnologique de conversation, celle de messages, n'est-ce pas, de l'écriture, des écritures. Et là, on voit plein de codes, plein de normes, plein de protocoles, notamment les protocoles de présence qui permettent justement la transmission des paquets de données. Et on commence donc à explorer petit à petit, à se familiariser avec des expériences comme celle de la synchronie et de la asynchronie. Hein. Donc, on commence à parler de présence synchrone ou asynchrone. Et on commence, au moins c'est mon hypothèse, à comprendre que la synchronie, c'est pas toujours simultané. En réalité, on peut être dans un échange synchrone, même si c'est pas vraiment de la simultanéité, parce que on s'ajuste, on s'accorde, disons, on négocie un certain moment, un délai, hein, un intervalle dans lequel on est ensemble, et c'est les mêmes temps, même si c'est pas exactement simultané. Donc la synchronie, on commence à connaître les statuts des différentes applications de messagerie instantanée. On voit comment nos réactions, nos messages sont toujours liés à des marqueurs temporels. Moi, je parle à ces propos-là, mais je l'ai déjà fait dans ma conf il y a 4 ans, ici d'ailleurs, de chronoscopie, parce que c'est à travers les écritures que nous pouvons voir et savoir si les autres sont alignés ou pas, si les autres réagissent ou pas, si les autres sont actifs ou pas, bah, les notifications
Les possibilités, disons, les registres que les écritures ont, les écritures conversationnelles, registres qui n'appartiennent pas du tout à la conversation orale. C'est vrai qu'avec les messages, moi, je peux faire des choses, et ça, c'est Margot qui me l'a expliqué. Je peux faire des choses que je ne peux pas faire à l'oral. Par exemple, annuler un message que je viens d'envoyer avant que l'autre ne le lise. Euh, je peux les modifier. Donc, c'est beaucoup moins irréparable, cette conversation qu'on fait par écrit. Donc, d'un côté, le côté de l'enregistrement, elle est plus contraignante parce que bah, tu l'as écrit, c'est enregistré. Mais on a l'impression que les paramètres, d'ailleurs, dont on peut disposer aujourd'hui pour essayer d'échapper aux contraintes de la notification de lecture, ces paramètres vont toujours plus dans le sens d'une, oui, plus de souplesse, hein, dans la plasticité de cette matière écrite. Euh, et là, on arrive enfin donc à ce que l'analyse conversationnelle, un mouvement de sociologues né aux États-Unis dans les années 60, définit conversationnalisation. On disait tout à l'heure que la conversation, déjà à la Renaissance, était considérée comme une performance langagère, bien sûr, mais aussi gestuelle, physique, parce qu'incarnée et située. L'analyse conversationnelle, effectivement, étudie les échanges quotidiens, mais à partir de l'endroit où ces échanges ont lieu, hein. Et donc à partir vraiment d'une compréhension intermédiaire, hein, de la spatialité de ces échanges. D'après les auteurs américains et français de l'analyse conversationnelle, conversationnalisation, c'est les mots que je propose à Marcel, il n'est pas trop convaincu, pour insister, peut-être ce soir après la première bouteille de vin, pour proposer ces mots-là, donc l'emprunter bien sûr à l'analyse conversationnelle, mais pour en faire quelque chose d'autre. Je lis la définition. Donc, conversationnalisation serait l'ensemble des procédés discursifs qui témoignent de l'influence qu'a les registres de la conversation ordinaire sur d'autres types de discours, par exemple le discours public. Si la conversationnalisation des écrits numériques est inscrite dans cette tendance générale, elle est aussi une forme de stratégie d'écriture adoptée par les utilisateurs afin d'atteindre un objectif communicationnel essentiel, faire de la conversation en situation de communication écrite. Donc moi, dans cette phase prolégoménique de ma recherche, je me suis, disons, je fais un focus sur la conversationnalisation écrite et pas sur la conversationnalisation qu'on pourrait considérer aussi dans sa forme orale, si on pense justement aux interfaces vocales. Et, et donc, je propose d'appeler conversationnalisation totale cette application justement du registre conversationnel à d'autres procédés qui sont discursifs, mais qui sont aussi performatifs, hein, qui sont en général relationnels. On dirait qu'aujourd'hui, on l'a dit, ça a été dit à propos de la communication, du mot même communication, tout est communication. Aujourd'hui, tout a l'air d'être conversation. Et il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, même d'un point de vue du point de vue du marketing, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant, de séduisant, de convaincant, de subliminal dans cette conversationnalisation, dans cette sorte de conversion numérique, conversion à la conversationnalisation. Cette question me semble d'autant plus urgente à l'époque justement des agents qu'on appelle conversationnels. Donc parfois, la définition arrive avant un questionnement, avant une réflexion, avant la critique, mais nous avons le droit de le faire même après, pour pas justement banaliser, pour pas simplifier
pour ne pas naturaliser justement. Donc avant que ce soit naturalisé, bon, on peut s'arrêter un moment pour voir ce qu'il y aurait des conversationnels dans notre relation avec les agents, ou se demander aussi comment la relation réelle, évidemment, avec les agents conversationnels change, parce elle a le droit de le faire, comme les téléphones, comme les télégraphes, comme WhatsApp, change l'idée que nous avons de ce que nous pouvons appeler conversation. Et c'est intéressant de lire les pages web qu'on peut très facilement trouver à propos du design conversationnel, parce que là, on a vraiment les éléments publicitaires, hein, les éléments du marketing qui expliquent le design conversationnel comme la capacité d'enseigner aux ordinateurs comment communiquer davantage comme des humains et non l'inverse. Et celle-ci, c'était déjà la préoccupation de Kierkegaard qui disait, bon, ce qui m'intéresse, c'est pas autant de savoir si une machine peut parler comme un homme, ce qui m'inquiète le plus, c'est de constater qu'il y a des hommes qui peuvent parler comme des machines. Et justement, le snack chez Kierkegaard, c'est la parole répétitive, c'est la parole monotone, c'est la parole automatique, qui n'a plus de contenu, qui n'a plus de référent. Et là aussi, poursuivre, disons, l'histoire des idées et en parallèle l'histoire des outils, l'histoire des technologies, mais je cite juste quelques agents conversationnels à partir de 1952. Audrey, donc tout de suite un prénom hein, féminin, et ça a été déjà bien questionné et analysé, bien sûr, la question du genre liée à, oui, à la serviabilité de la femme, et jusqu'à oui, à ce qu'aujourd'hui on connaît très bien, c'est-à-dire ChatGPT, qui justement est naturalisé comme chatbot, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Euh, ce qui se, ce qui se met en place lorsque nous sommes pris dans une conversation, c'est la relation d'abord prénominale, donc personnelle, relationnelle, que je veux comprendre avec Buber, qui appelle mot principe ces deux couples, hein, le je-tu et le je-il. Parce que c'est vrai que tout ce qu'utilise aujourd'hui ChatGPT nous disent que il m'a dit, il m'a trouvé, il m'a répondu, il m'a sorti. Donc on est vraiment dans une relation je tue. Buber les considère, écrit que les bases du langage ne sont pas des noms des choses, mais des rapports. Donc, disons que sa façon d'approcher l'échange dialogique conversationnel est cohérente avec celle de l'analyse conversationnelle. C'est pas que de l'oralité, c'est pas que des mots. Le langage est toujours incarné et situé. Et Buber écrit, donc, oui, il parle de base du langage, les couples je, tu, et puis les couples je, il. Et là, je vais lire ces passages parce que je les trouve vraiment merveilleux. Et à mon avis, ça explique la dimension psychologique de la relation que nous pouvons avoir aujourd'hui avec les agents conversationnels. Lorsque placé en face d'un homme qui est mon tu, je lui dis les mots fondamentaux je, tu, il n'est plus une chose entre les choses. Il ne se compose pas de choses. Il n'est pas il ou elle, limité par d'autres il ou elle. Un point détaché dans l'espace et du temps est fixé dans les réseaux de l'univers. Il n'est pas un mode de l'être perceptible, descriptible, un ensemble lâche de qualités définies. Mais sans voisin et hors de toute connexion, il est le tu et il remplit l'horizon. Non qu'il n'existe rien en dehors de lui, mais toutes choses vivent dans sa lumière. C'est-à-dire que ce tu avec lequel je rentre en rapport et en relation devient une immensité. Et devant l'immensité sublime, on perd les moyens. On perd les moyens et c'est là que le rapport devient magique.
l'étonnement naïf, superficiel, mais humainement, je trouve compréhensible, hein, de ceux qui disent, mais c'est incroyable ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de faire. Mais qui? Mais ChatGPT. Mais tu vois, c'est fou, c'est incroyable. C'est un rapport complètement illogique, acritique, parce qu'on est face à quelque chose qui déborde l'étu que j'utilise au quotidien pour penser ou pour me faire traduire des choses, réécrire des choses, relire des choses. Hein. Ce tu-là devient une forme de mon intelligence et de ma pensée. Et là, je vais vers la conclusion de ma présentation. Je vais donc questionner cette dimension psychologique qui me semble importante. Et bien sûr, il y en a d'autres, logiques, et philosophiques, mais cette dimension psychologique n'est pas du tout secondaire de mon point de vue. Et là, je cite Fabienne Martin-Juchat, qui, dans l'article où il est question de néo-animisme technologique, parle de ce besoin généralisé de dépendance affective à la technologie. Et donc là, c'est déjà intéressant de parler de besoin de dépendance. Parce que bon, si on peut faire l'expérience d'une dépendance, mais c'est tout ce dont on n'a pas besoin en général, une dépendance. Alors que là, non, elle dit que nous avons besoin de cette dépendance, une dépendance affective à la technologie, et que c'est dans le cadre de cette dépendance affective que la relation peut se jouer. Elle écrit, l'animé non humain exerce du pouvoir sur l'animé humain, car il lui permet d'éprouver les sentiments, d'être transformé à une sorte de Dieu ou à un élu d'un Dieu, un héros ou un roi. Et cela surtout parce que l'animé humain ne maîtrise pas, ne sait pas comment ça marche. Et je pense à une lettre une lettre sur à propos au moment, disons, de l'invention du cinéma, certains, notamment les frères Lumière, étaient favorables, disons, à l'explication de la technologie cinématographique. Il fallait que les gens sachent comment ça marche. Et d'ailleurs, leur cinéma a été, si vous voulez, le cinéma qu'aujourd'hui on qualifie on appelle documentaire. Hein. Tandis que ce qui faisait des trucs, les fantasmagories cinématographiques, au contraire, ne voulaient pas du tout que les gens sachent comment ça marche, parce que c'est ça qui garde le mystère, qui garde la magie. Donc, on est dans un rapport magique face à l'animé non humain. Et on essaye donc de maîtriser cette volonté de contrôle d'un côté, de rationalisation, de normalisation, de dépassement et d'émancipation. On est dans un rapport affectif. Donc, on est et c'est là aussi, disons, l'horizon dans lequel je veux aller, c'est-à-dire l'hypothèse que la conversation hyper technologique d'aujourd'hui sont en train de devenir une forme de care. Il y a cet imaginaire du care qui est mobilisé et dans la relation avec des outils qui semblent être là pour nous aider à résoudre des problèmes, pour nous aider à trouver des réponses, pour nous donner du soutien psychologique. Hein. C'est toujours plus les cas. Et là, je cite Maud Bonenfant et Diana Dula qui considèrent les care de la machine comme étant en réalité de l'auto-care. Parce qu'en réalité, on est toujours renvoyé à ses propres capacités ou incapacités, et il n'y a aucune disponibilité affective de la part de la machine qui ne fait que nous renvoyer à ce que nous, en réalité, savions déjà faire ou pas avant de la, euh,
de l'utiliser au quotidien et donc de l'intégrer dans les fonctionnements de notre pensée, de notre écriture et de notre mémoire. Merci, moi je m'arrête là, on avait dit 45 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Magnifique, merci beaucoup Pepe. Je vais arrêter l'enregistrement comme toujours. Et